Olivier Pichon m'a invité le 3 mars de cette année pour enregistrer une émission sur la chaîne YouTube de TV Liberté. Et je le remercie vivement. Mais depuis cette époque-là, il s'est passé quand même beaucoup de choses qui sont particulièrement importantes. Et donc, Olivier Pichon m'interrogeait à la fin de cet entretien sur le coronavirus, ce qu'il pouvait y en avoir, quelles pouvaient être les conséquences que l'on pouvait envisager à ce sujet. Et il a intitulé cette émission « Vers un tsunami bancaire en Europe ». Pourquoi ? Parce que à partir de ce coronavirus peut se développer et va se développer effectivement un tsunami bancaire. Et à cette époque-là, c'était encore tout à fait une hypothèse assez lointaine, mais maintenant c'est bien réel. Que s'est-il passé à propos de ce coronavirus ? Eh bien, des premières informations ont circulé dans le monde, en Chine d'abord, et puis ensuite dans le monde, sur ce coronavirus qui commençait à prendre de l'importance au mois de décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois de décembre, à partir du 23 décembre, on a constaté une baisse des rendements des bons du Trésor américain, des Treasuries. Pourquoi ? Parce que des bons spéculateurs, ceux qui voient juste et loin, se sont dit « Ouh là là, ça risque de mal se passer ultérieurement. Il risque d'y avoir une baisse de la croissance du PIB, donc une baisse des bénéfices, des chiffres d'affaires, des bénéfices des entreprises, et donc les cours vont baisser. » Et effectivement, c'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure du temps. Au cours depuis le mois de juillet-août 2019, les cours des treasuries avaient tendance à monter, c'est-à-dire les rendements des bons du Trésor avaient tendance à augmenter petit à petit, très peu. C'était soit une tendance ascendante, lente, ou alors une stagnation. Donc, ce qui était logique dans le cadre d'autres considérations. Et à partir du 23 décembre, les bons du Trésor à 10 ans ont atteint un maximum. Et ensuite, ils ont commencé à baisser. Ils ont baissé brusquement à partir du 20 janvier. Et ensuite, ça s'est accentué, fin février surtout, et début mars, pour atteindre le plus bas possible pour ce qui concerne les taux à très court terme, à savoir les bons du Trésor à 3 mois. Alors, moi j'ai interprété cette baisse des taux par rapport au cycle qui s'est développé aux États-Unis, et il y avait un retournement du cycle au mois de juillet-août, et ce cycle remontait. Donc ce cycle est représenté ici à partir de ce qu'on appelle le spread, l'écart entre les rendements du 10 ans et les rendements du 2 ans, donc des bons du Trésor américain. Donc il y a ce spread permet de voir le cycle qui se développait, et ce cycle monte. À partir du mois de juillet-août, il y a eu un retournement de tendance, et il devait y avoir nécessairement de toute façon une remontée de ce spread, et cette remontée de ce spread se traduit toujours par une récession en 2001, en 2008-2009, et puis une récession avant ou après les présidentielles. Là est le problème, justement. Et ces récessions se produisent toujours lors de cette remontée du cycle depuis une soixantaine d'années. C'est quelque chose qui est très important, cette baisse des rendements des bons du Trésor américain, et on le voit en particulier sur le 10 ans, c'est-à-dire sur les bons du Trésor à 10 ans, les notes à 10 ans, donc qui depuis 1961, qui ont monté à cause de l'inflation jusqu'en 1981 pour atteindre pratiquement 16%, et ensuite la lutte contre l'inflation a joué efficacement, et les rendements du 10 ans sont tombés très bas, jusqu'à 0,380%, donc à partir du 9 mars. Donc c'était le plus bas record pour ce qui concerne ce taux. Et
qu'est-ce que ça signifie? C'est un taux très bas. Ça signifie que les bons investisseurs donc, sortent leurs capitaux des actions pour les placer sur le refuge traditionnel que sont les bons du Trésor. Et dans ce cas-là, effectivement, le SP, donc il s'agit ici du graphique représentant le SP500, c'est-à-dire l'indice donc de Standard & Poor's des 500 plus grandes entreprises américaines cotées aux États-Unis, tout au moins, et on voit donc cette montée jusqu'au 19 février, à un sommet aux alentours de 3400 points, et la baisse a été considérable, puisque la baisse a été de 2000 points environ pour arriver à 2400. Donc une chute considérable, beaucoup plus importante que lors de la crise, la grande récession, comme le disaient les Américains, de 2008-2009. Mais par contre, si on trace une courbe, une droite de tendance, on arrive à peu près à 2400, donc il n'y a rien finalement d'extraordinaire dans cette chute des actions. D'autant plus qu'il est intéressant de prendre en considération aussi cet indice SP500 à partir de 1929, donc les statistiques remontent très loin, et on s'aperçoit que le SP500 a très peu augmenté jusqu'en de 1994. Donc l'augmentation était très faible pendant très longtemps. Donc, et à partir de 1995, le SP500 a monté brusquement. Donc, et c'est à cette époque-là, en 1996, que Alan Greenspan a parlé d'exubérance irrationnelle des marchés en disant les cours des actions sont montés beaucoup trop haut. Donc c'était en 1996 lorsqu'il disait cela, et là on est monté récemment donc à des niveaux absolument stratosphériques. Donc il est relativement normal de considérer qu'il y a eu une baisse des actions. Et si l'on prolonge cette tendance longue depuis 1929, on arrive à un SP de 2000, environ de 2000 points. Donc il y a encore une possibilité de baisse normale, en quelque sorte, de cet indice dans les temps prochain. Le problème n'est pas tellement dans la chute du cours des actions. Le problème est nouveau. Le problème nouveau, le plus important, c'est le confinement qui a été décidé dans les pays européens et dans beaucoup d'autres pays. Pourquoi? Parce que ça correspond à un arrêt de la production. Ça, c'est absolument horrible. On veut, et effectivement, il y a donc ce coronavirus entraîne donc un certain nombre de morts, oui, mais il y a moins de morts de la grippe, par exemple, en ce moment. Donc, globalement, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une forte probabilité, plus exactement, pour qu'il n'y ait pas plus de décès dus à des maladies virale, que ce soit le coronavirus ou bien la grippe, au cours de cet hiver 2020 que par rapport aux années précédentes. Par contre, ce qui est très important, ce qui est très grave, c'est l'arrêt de la production. Pourquoi? Parce que ça correspond à une chute des chiffres d'affaires, évidemment, une chute du PIB et une chute des bénéfices. C'est absolument horrible. Et ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu dans l'histoire économique récente, depuis l'après-guerre, un arrêt global de la production. Les autorités publiques interdisent aux gens de travailler en Europe, en France en particulier, en Italie, en Espagne et puis dans d'autres pays. Donc il y a une chute de la création de valeur, et cette chute de la création de valeur, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle s'accompagne d'une création monétaire ex nihilo. Il y a une création monétaire. Donc on ne produit plus, mais on met davantage d'argent. Donc ça, il y a dans ce cas-là une hypertrophie monétaire absolument considérable. Et ça, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave encore que le coronavirus. Parce que donc, la production, quand on crée, quand les gens travaillent, quand ils produisent, cela correspond à une création de valeur.
Et le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, tout le monde sait ça. Donc, s'il n'y a plus d'augmentation du PIB et même une baisse, une chute du PIB, tout s'écroule déjà. Et cette augmentation, normalement, que doit-il se passer? Lorsqu'il y a une variation du PIB, lorsqu'il y a une augmentation du PIB, il doit y avoir également une augmentation de la masse monétaire dans les mêmes proportions. Donc les deux varient en même temps, le PIB et la masse monétaire. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe habituellement? Il y a une augmentation du PIB qui est relativement modérée depuis quelque temps, et même très 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 faible, voire nulle. Donc une augmentation très faible du PIB qui doit s'accompagner d'une augmentation très faible de la masse monétaire. Donc les deux vont ensemble, c'est-à-dire que le rapport entre le PIB et la masse monétaire M3 en pourcentage doit être à peu près stable et il doit être inférieur à 80%. Donc ça, c'est une règle que l'on a établie à partir de l'observation empirique de une règle empirique, donc à partir de l'observation de ce qui s'est passé dans le monde, dans les pays développés depuis l'après-guerre, donc sur une longue période de plus de 70 ans. Donc ce rapport doit être fixe. Or, il ne l'est pas du tout. Donc un petit rappel, donc la masse monétaire M3 est constituée de l'ensemble de 3 agrégats monétaires. Le premier agrégat monétaire, c'est M1, qui est composé des billets et des encours sur les comptes courants des personnes physiques. Nous pouvons payer, donc ce sont les moyens de paiement, nous pouvons payer ce que nous achetons en billets et puis en carte bancaire ou en virement, etc., c'est-à-dire à partir de l'argent que nous avons sur les comptes courants. Le deuxième agrégat monétaire, c'est M2 et M1, moins M1, qui on l'appelle comme cela, donc c'est une habitude qui a été donnée. Donc il correspond aux encours des comptes d'épargne. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors du sujet de cette vidéo. Et l'agrégat monétaire M3 moins M2, correspond à la trésorerie des entreprises. Donc, et ça, c'est absolument catastrophique parce que la trésorerie des entreprises fond actuellement, et c'est quelque chose qui est très grave. Alors, que s'est-il passé dans la zone euro avant l'adoption de l'euro? Eh bien, on voit que le rapport entre la masse monétaire M3 et le PIB était inférieur à 70% depuis 1995. Donc là, ce sont les statistiques, les données statistiques de la BCE qui a rétro-pédalé donc les données à partir de 1995. Donc ce sont des statistiques qui sont fiables puisqu'elles correspondent donc à des sommes d'argent qui ont été bien identifiées et bien quantifiées, ce ne sont pas des inventions, des idées. Donc on avait une monnaie saine dans chacun des pays de la zone euro avant l'adoption de l'euro, et depuis l'adoption de l'euro, que se passe-t-il? Il y a une augmentation globale, une tendance à l'augmentation de cette masse monétaire plus rapidement que la création de richesses, plus rapidement que le PIB. Donc, il y a une hypertrophie monétaire, trop d'argent en circulation, et on voit ici en particulier un pic en 2008-2009 qui correspond à une bulle monétaire qui est en fait héritée, qui provient de la bulle monétaire qui s'était développée aux États-Unis. La BCE, que fait-elle? Eh bien, malheureusement, elle va apporter de l'argent. Donc, c'est là où se trouve le très gros problème. La création de richesses, le PIB plonge actuellement, et au contraire, la masse monétaire ne plonge pas, elle explose. Que fait la BCE? En ce moment, elle prête de l'argent, une centaine de milliards d'euros qui a déjà été prêté. Donc ça, c'est la copie d'écran d'un communiqué de la BCE qui a prêté le 18 mars 110 milliards d'euros. À la fin de ce mois, le 29, la BCE va prêter 115 milliards d'euros
à différentes banques. Et puis, la BCE a apporté également un autre cadeau aux banques de la zone euro, 110 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les banques américaines refusent de donner, de prêter, de vendre des dollars aux banques de la zone euro parce qu'elles sont au bord du gouffre. Et qui est-ce qui prête des dollars, qui approvisionnent en dollars les banques européennes? C'est la BCE via la Fed, parce que les banques américaines ne le veulent pas. Pire encore, la BCE vient d'annoncer qu'elle allait donc racheter des titres, c'est-à-dire apporter de l'argent à des banques pour 750 milliards d'euros. Donc ça, c'est là aussi, ce n'est pas moi qui invente, c'est un communiqué de presse du 18 mars de la BCE. Le 18 mars, la BCE, manifestement, ils ont un petit peu paniqué. Alors, l'addition de tout ça, qu'est-ce que c'est? On a des prêts. Donc, la BCE va prêter 109 milliards, a prêté 109 milliards le 18, va prêter 115 milliards le 29. La BCE a apporté 110 milliards de dollars le 18 mars. La BCE vient de s'engager à apporter 750 milliards d'euros en plus, en supplémentaire, au cours de l'année 2020, en rachetant des titres aux banques. Et ça ne suffit pas encore. La BCE vient de décider de ne plus obliger les banques à respecter les règles prudentielles pourtant très laxistes qu'elle avait imposées auparavant. Et en particulier, donc c'est un problème de leverage, de multiples endettements, elle abaisse le seuil, si bien que les banques commerciales vont avoir le droit de prêter de l'argent pour 1800 milliards d'euros cette année. Donc l'addition de tout cela, qu'est-ce que ça fait? 3000 milliards d'euros. C'est absolument horrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est, je l'appelle notre bécassine adorée, c'est-à-dire Christine Lagarde, qui n'y connaît rien du tout en matière monétaire, en matière bancaire, et elle a été désignée présidente de la BCE. Et que vient-elle de dire? Donc ça, c'est la copie d'écran du communiqué qu'elle a publié donc le 18 mars. Nous offrons jusqu'à 3 000 milliards d'euros de liquidités. Donc la BCE est très généreuse. C'est elle, la BCE, qui offre 3 000 milliards d'euros à l'ensemble des Européens, des eurozonards. Et le problème, c'est que la BCE n'a absolument pas du tout 3 000 milliards d'euros en caisse. C'est de la création monétaire purement et simplement. Donc à partir de cavalerie, donc ça sort un petit peu du domaine de cette vidéo parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faudrait, j'ai fait des articles à ce sujet, donc voir sur mon site. Et à ces 3 000 milliards, il faut ajouter aussi les aides, ce qu'on appelle les aides des États à la population, aux gilets jaunes en France en particulier. Donc, que va-t-il se passer? Les États qui sont déjà surendettés vont prêter de l'argent ou en donner, bon, c'est un petit peu vague, à un certain nombre de personnes. Donc, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas et ils reçoivent 3 000 milliards de dollars. Donc, c'est une création monétaire indue absolument gigantesque. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme cela. C'est tout à fait différent. Là, j'ai repris une copie d'écran du bilan de la Fed et du passif, plus exactement, de la Fed. Et la Fed finance ses actifs comment? À partir du dépôt des banques commerciales américaines à la Fed. Pourquoi? Parce que beaucoup de banques américaines, jusqu'à présent, disposent de liquidités absolument considérables. Et elles déposent presque 2 000 milliards de dollars à la Fed. Donc la Fed,
le mercredi 18 mars, donc sur son bilan, il y a donc ces derniers jours, le 18 mars, avait 1945 milliards de dollars de dépôts qui ne faisaient rien à la Fed, et elle va prêter une grande partie de cet argent à des banques pour pouvoir aider effectivement les entreprises américaines qui sont en difficulté. Sur un total d'actifs de 4 600 milliards de dollars et quelques. Donc il n'y a pas de création monétaire aux États-Unis, mais une circulation d'argent aux États-Unis. Donc c'est tout à fait différent. Donc, je reprends ce graphique qui correspond à la masse monétaire par rapport au PIB. Donc, cette création monétaire, je l'évalue actuellement aux alentours de 3 600 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que donc, le maximum possible, c'est aux alentours de 80%, 78% si on veut être plus précis. Donc, la masse monétaire M3 n'aurait jamais dû dépasser 80% du PIB. Donc toute la portion qui est au-dessus de cette limite, c'est de l'hypertrophie monétaire, une création monétaire indue. Aux États-Unis, il s'est produit également quelque chose de semblable avant 2008. C'est donc une hypertrophie de la masse monétaire. Pourquoi ? Parce que les banques américaines prêtaient trop d'argent aux Américains en particulier pour acheter leurs maisons. Donc il y a eu une hypertrophie monétaire de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Donc c'est-à-dire que l'hypertrophie monétaire qui existe déjà actuellement en Europe est comparable à celle qui a été éclatée aux États-Unis en 2008-2009, qui a provoqué la grande récession. Et donc, en Europe, la situation est catastrophique puisque c'est une bulle monétaire encore 2 fois plus importante que celle qui a existé aux États-Unis. Alors, comment cette bulle monétaire peut-elle se développer ? Tout simplement, eh bien, à partir des banques qui ne respectent plus les règles prudentielles d'endettement. Et là, je reprends ici un graphique que j'ai déjà présenté lors de cette émission de Télé Liberté, par exemple, et puis sur mon site à plusieurs reprises. Donc, j'ai repris les chiffres de Citigroup et ce multiple d'endettement, le leverage de Citigroup, est monté jusqu'à 65 un peu avant 2008. Donc, c'est-à-dire que le total des dettes de Citigroup représentait 65 fois le montant de ses véritables capitaux propres, c'est-à-dire de son leverage. C'est absolument catastrophique et les Américains ont fait éclater cette bulle en flinguant la banque des frères Lehman. Et un an après, que se passe-t-il pour Citigroup ? Son leverage est tombé à 15 et actuellement il est inférieur à 10. Par contre, que se passe-t-il en Europe, en France en particulier ? Eh bien, les banques ont des leverages, des multiples d'endettement qui sont aux alentours de 40. C'est-à-dire que le total des dettes des entreprises est 40 fois plus important que le montant de leurs capitaux propres véritables, c'est-à-dire de leurs capitaux propres tangibles. Exemple, donc là je reprends le cours de la Société Générale depuis 2005. Donc le cours de la Société Générale qui avait culminé très très haut à 35, je crois, à 135 euros en 2007, est tombé à 13 euros. Récemment, donc cette semaine, et c'est absolument catastrophique. Pourquoi ? Parce que donc cette banque a un multiple d'endettement beaucoup trop important et elle est au bord de la faillite. Que font les investisseurs ? Ils retirent leur argent de cette banque et pourtant la Société Générale va distribuer normalement un dividende de 2,20 €
pour un cours qui a atteint un plus bas 13 euros. Donc ça signifie qu'il y a un taux de distribution de 16%. Donc si vous voulez gagner de l'argent très facilement, 16%, achetez des actions de Société Générale. Donc vous allez gagner, si vous achetez de ces actions 13 euros, vous obtiendrez 2,20 euros de dividendes. Le problème, c'est que si la Société Générale fait faillite, eh bien vous allez perdre 100 euros, donc tout votre investissement. Donc c'est la raison pour laquelle le titre plonge. Alors, qu'en est-il de ce leverage pour les banques américaines? Eh bien, pour les banques américaines, donc, on a un leverage actuellement donc, sur le quatrième trimestre 2019, donc les derniers chiffres, inférieurs à 10, et puis des leverages aux alentours 30, 40. Donc c'est assez difficile de chiffrer exactement ce multiple d'endettement parce que les banques françaises et européennes utilisent des réglementations qu'elles ont inventées en quelque sorte pour tromper les investisseurs et on n'a pas la possibilité de déterminer les capitaux propres tangibles d'une façon bien certaine. Donc ça dépend des interprétations que l'on peut donner des chiffres qui sont publiés. Et de toute façon, on voit, quelles que soient les méthodes, que le multiple d'endettement est absolument considérable. Donc ce concept d'hypertrophie monétaire est très important. Malheureusement, très peu de gens comprennent cela. Il y a quelqu'un qui comprend très bien cela intuitivement, c'est Pierre Jovanovic, qui a en particulier fait un livre absolument remarquable, donc Adolf Hitler ou la revanche de la planche à billets. Pourquoi? Parce qu'il y a une antériorité à cette bulle monétaire, à cette création monétaire gigantesque en Europe. C'est ce qui s'est passé en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et les Allemands ont énormément souffert pendant ces années-là, pendant au moins une dizaine d'années, dans les années 20, dans les années 30. Donc ils ont énormément souffert et c'est pour cela, en quelque sorte, qu'ils se sont vengés lors de cette Seconde Guerre mondiale, ce qui a été atroce, particulièrement atroce. Donc, et le problème du coronavirus est important sur le plan sanitaire. Actuellement, il y a des morts, des personnes qui meurent prématurément. En général, ce sont des personnes qui sont déjà immunodéprimées, comme on dit, des personnes âgées ou des personnes qui ont des pathologies lourdes auparavant. Et à ce moment-là, donc, ce coronavirus précipite leur évolution et l'évolution de leur santé. Mais par contre, ce qui va se passer ultérieurement, ce sera encore beaucoup plus grave parce que donc il risque d'y avoir, et ce risque est très élevé, c'est quasiment une certitude, un tsunami bancaire en Europe continentale et essentiellement qui va avoir des conséquences absolument considérables et horribles. Donc pourquoi? Parce que imaginez, nous utilisons tous les jours, nous achetons, nous payons, nous utilisons de l'argent, de la monnaie et tout va s'écrouler. Et là, c'est absolument horrible. Donc, c'est ce qui s'était passé donc, en Allemagne entre les deux guerres. Et la situation de l'Europe est absolument catastrophique. Je reviens peut-être sur un point qui est important, c'est-à-dire sur l'évolution de ces rendements de bons du Trésor aux États-Unis. J'ai montré tout à l'heure qu'à partir du 23 décembre, donc, ces taux ont baissé. Il est possible qu'il y ait une manipulation de la part des adversaires de Donald Trump pour qu'une récession se produise avant les présidentielles américaines, parce que si cela continue comme cela, il est pratiquement certain que les Américains ne voteront pas pour Donald Trump. Donc il est possible que d'autres éléments apparaissent ultérieurement, mais ce qui est important actuellement, c'est de bien comprendre que la chute de la production à partir du confinement a des conséquences économiques absolument considérables qui sont aggravées encore par l'apport d'argent créé ex nihilo, une création monétaire
indu qui est absolument considérable et qui va être catastrophique dans les semaines, dans les mois et les années à venir, surtout en Europe. Voilà ce que je voulais préciser à partir de cette vidéo.